Dans un monde où tout va vite, certains choisissent la patience, l'art de l'observation, le lien profond avec le vivant. Aujourd'hui, on rencontre un homme pour qui le pigeon n'est pas un nuisible, mais un héritage, un messager, un compagnon. Bienvenue dans l'univers de Rémi Lafont. Bonjour Rémi. Bonjour. Ça va la forme? Nickel, parfait, toujours. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es? Alors, du coup, je suis Rémi Lafont, donc originaire, d'Ariège. Plus précisément d'un petit village, qui s'appelle Saint-Péix-de-Rhétor, à côté de Varilhes et qui je suis, je dirais un arrivant comme les autres, alors avec, beaucoup de beaucoup de passion, beaucoup de choses à mon actif, mais après, traditionnellement classique, on va dire. Voilà, donc qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis responsable communication à l'agence d'attractivité de l'Ariège, donc il m'ajoute de la promotion du département, d'un point de vue économique, et résidentiel et à côté de ça, je suis un passionné de sport, donc tout ce qui est randonnée, crossfit à Montgaillard, à Pyrénus et président du comité des fêtes, conseiller municipal de mon village et puis, dans plein d'associations, notamment dans une autre de mes passions qui est la plus particulière et qui fait beaucoup parler en ce moment, qui est la passion pour le pigeon. Donc voilà, je suis, vice-président de mon club, le club des Amis du Mondain, dans la race de pigeons que j'élève, en charge notamment, de la communication et voilà, et on va en parler un peu plus, maintenant. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment peut venir une passion pour le pigeon? Ça te vient d'où? Alors effectivement, c'est une passion qui est quand même assez particulière et je l'entends totalement, souvent moi les gens ils disent: «Qu'est-ce que c'est ça?» En fait ça vient de mon grand-père. Donc j'étais très, fusionnel avec mon grand-père, donc le père de ma mère, qui était éleveur de brebis, à Saint-Vith-de-Rhétor, hein, donc c'est mes cousins d'ailleurs qui ont enfin mon parrain, et mes cousins aujourd'hui qui ont repris l'exploitation familiale, plus de 1000 brebis et il avait d'autres passions à côté donc bon, ces brebis bien sûr, les chiens, les border collies, pour lesquels il faisait des concours aussi et les pigeons. Alors les pigeons, ne faisaient pas de concours, hein, c'était des pigeons de chair qu'on appelle, c'est-à-dire des pigeons pour manger et donc du coup, moi quand je rentrais, de l'école ou du collège, j'allais aider mon grand-père aux pigeons. C'était mon moment avec lui, souvent ma mère elle venait, on va dire, gentiment gronder mon grand-père parce que je préférais être dans les pigeons qu'aller faire les devoirs, à l'époque. Mais mon grand-père il disait: «C'est pas grave». Et du coup, je passais, des heures avec mon grand-père à l'aider et puis mon grand-père a des gros problèmes de santé donc petit à petit, c'est moi qui prenais la main, on va dire, sur l'élevage et me disait quoi faire. Il s'asseyait sur sa chaise et puis, voilà, je l'aidais quoi, je l'accompagnais et donc à mes 14 ans, mon grand-père est décédé, assez gros traumatisme hein, parce qu'effectivement, j'étais très proche de lui donc j'ai décidé de garder la passion que j'avais avec lui. Donc j'avais les pigeons sous les hangars de mes grands-parents et donc j'ai gardé, à la base, les pigeons, traditionnellement et de là, en est venue la passion pour le pigeon. Voilà, c'est la base de tout ça. Et en reprenant cette tradition, ce que faisait ton grand-père, comment ton entourage a réagi? Bon, plutôt bien, on va dire que, ma famille, ils étaient habitués donc à l'élevage. Puis après j'ai un autre oncle, donc un frère à ma mère qui fait des concours de chiens aussi, qui a été primé champion de France, d'Europe, enfin voilà, il a gagné beaucoup de concours. Donc on va dire que cet aspect, on va dire un peu, concours, challenge est quelque chose qui est assez reconnu dans la famille Mmh. et puis, mes amis d'enfance, quand j'avais 14 ans, c'était mes amis d'enfance qui me connaissaient toujours, donc ils savaient, que j'étais au pigeon avec mon grand-père et cetera, donc rien de très particulier. Et les gens, comment ils réagissent quand tu leur parles de ta passion? Ah ça, c'est très marrant, ça dépend. Heu, Jamais de jugement, après, c'est vrai que le pigeon, l'image du pigeon, c'est quand même le pigeon, qu'il y a sous les clochers, dans une ville et cetera. Bon, c'est pas du tout ça. Donc souvent, alors la première question, c'est: «Ah, tu des pigeons voyageurs?» Donc non, pas du tout, c'est pas du tout la même chose, c'est 2 mondes complètement différents. Donc j'essaye d'expliquer au mieux parce que, c'est quand même assez compliqué à expliquer, que je fais des concours avec des pigeons et que c'est pas des lâchers de pigeons parce qu'en plus, j'ai des pigeons qui ne volent pas, on y dans le plus loin. Que je fais des concours de type, comme des concours de race de chiens et pédigrés qui sont jugés, avec des, critères particuliers d'une race et cetera. Donc c'est que ce que j'essaie d'expliquer. Je prends souvent l'exemple des chiens. Les gens, comment ils réagissent? Bah, souvent ça les fait rire. En plus je le dis pas forcément
dans l'immédiat, pas par honte parce que j'en ai rien à cirer. Je sais pas, je suis qui je suis, je m'en fous complet. Mais c'est plus dans le sens où je sais pas comment l'expliquer. Donc, du coup, je le dis pas forcément. Mais après, bon, je vois mes copains du CrossFit au début, quand ils ont su que je faisais des pigeons. Je sais combien, je crois qu'il y avait eu un article à ce moment-là où. Ah, ben non, ils étaient tombés sur une ancienne vidéo d'Azinat. Alors, du coup, ils m'ont posé plein de questions, mais c'était dans le sens. C'est vrai que c'est particulier, c'est pas connu. Je veux dire, on est plus connu pour faire la passion du rugby, du foot. Moi, j'ai plusieurs passions parce que je fais tout par passion, mais je veux dire, celle-là, en tout cas, elle est particulière. Donc, voilà. Et autour de chez toi, il y en a d'autres des passionnés comme toi qui élèvent des pigeons? Oui, il y en a. Alors, il y en avait un qui habitait à Saint-Fils, qui a déménagé au Carreau de Roquefort, qui élève une autre race que moi. Mmh. Euh, Il y en a un à Saint-Giron qui élève la même race que moi. Euh, j'ai un cousin à ma mère qui élève des. Alors, lui, il élève des poules. Mais pareil, des poules de concours. Ouais. Des Brahma, des Orpington, enfin, bon, c'est des races particulières, quoi. Et après, il y en a d'autres, ouais, bon, pas en Ariège, il n'y en a pas énormément non plus. Mais en Haute-Garonne, il y en a beaucoup. Dans le Tarn, en Occitanie, on est pas mal, ouais. Et pour entrer dans le vif du sujet, c'est quel type de pigeon que tu élèves? Comment ça se passe, Alors moi, concrètement? j'élève 2 races. Donc, le mondain qui est, donc une très vieille race française. Je l'ai jamais mon bulletin, donc on le voit bien, hein. C'est un pigeon, assez gros, hein, c'est Oui. costaud, on dirait une poule, hein. Donc du coup, c'est un pigeon, qui fait environ 1 kilo. Donc, j'élève ça depuis, que j'ai 14 ans. Du coup, c'est la race, on va dire, pour laquelle je suis reconnu. Donc une vieille race française auquel je suis attaché. Ce que j'aime chez ce pigeon, c'est sa particularité de ne pas être sauvage, d'être un pigeon calme, qui ne vole pas. Donc on peut attraper, à la main, sans problème. Enfin voilà, il est assez, familier, on va dire. Et depuis 2 ans, j'élève des romains, qui est aussi notre vieille race française, qui est aussi un très gros pigeon. Alors la différence, c'est que lui, il doit être court, rond, massif, et le deuxième doit être long, avec une tête bien, on appelle ça une tête de bélier, d'accord, assez forte. Et la particularité qu'il a, c'est que si on ouvre ses ailes, il fait 1 mètre d'envergure. Ah oui, Ouais. Donc c'est un pigeon assez grand, assez massif. c'est un aigle. Oui, on dirait pas ça, il a une tête un peu d'aigle. Et je vais pas ramener de photos, mais effectivement, c'est un peu ça. Et donc le second pigeon, je l'ai pris il y a 2 ans. Bon, c'est une race que j'élève beaucoup moins, hein, j'ai jamais été champion, jamais titré, je commence à peine. Mais c'est plus dans l'intérêt de maintenir une race qui est en train de se perdre parce qu'il y a très peu d'éleveurs en France. Les mondains, rien qu'au club, on est 200. D'accord. Donc, en France. Donc, ce qui est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'en plus, tout le monde n'est pas adhérent du club, tout le monde n'est pas dans les concours. Donc, je veux dire, c'est une race qui est encore assez bien répandue. Que le romain, ça commence à se perdre. Je crois qu'il y avait 25 adhérents au club, donc c'est très un tout petit club. Et toi, du coup, tu achètes des pigeons et après tu les fais grandir? Comment ça se passe les Non, non, les joues. Non, non, c'est vraiment un vrai travail de génétique. C'est-à-dire que en fait, je fais reproduire mes pigeons. Je fais de la sélection et de l'accouplement, très particulier. Par exemple, si je te donne, l'exemple, l'année dernière, j'ai été champion de France, mâle, rouge, femelle jaune. Donc ils sont frères et sœurs de Nice, on est ensemble. Donc et en fait, on les bague à 10 jours. À une dizaine de jours, on peut les baguer. Donc en fait, moi, je reçois des bagues annuellement de la Société nationale de colombiculture qui nous envoie les bagues avec un matricule, d'éleveur. Enfin, voilà, j'ai un matricule d'éleveur avec des bagues qui sont anonymes pour le jugement. Et en fait, je dois baguer des pigeons à 10 jours. Donc on met la bague à la patte, hein. Et en fait, après, quand ils grandissent à 15 jours, on ne peut plus enlever la bague. D'accord. C'est pour bien montrer l'année, Fédération française, etc., etc. Donc c'est très codifié, quoi. Et donc, du coup, par exemple, donc, pour en revenir à cette histoire, bon, l'année dernière, je suis champion, mâle rouge, femelle jaune, qui sont frères et sœurs de Denis. Et leur mère a été championne de France 2 ans avant. Et leur grand-mère a été championne de France aussi en 2020, je crois, ou 21. Donc, c'est plus une lignée. C'est vraiment un travail de lignée. Je les connais tous, hein, donc je sais exactement qui est quoi, frère de qui, de la mère, de la sœur, de la grand-mère. Il y en a beaucoup qui disent, je me rappelle, mon grand-père, il connaissait, enfin, d'ailleurs, mes cousins, c'est pareil, ils connaissent toutes leurs fourmis. Moi, je connais tous mes pigeons, je sais pas dans mon cahier. J'ai un cahier où j'écris parce que je me dis toujours, si demain je décède, il faut quand même que quelqu'un, pour l'héritage, il faut que quelqu'un sache qui est quoi. Donc, je vais les donner à mes amis, voilà, pour qu'il y ait un suivi. Voilà. Mais non, du coup, c'est vraiment un vrai travail de sélection. C'est pas simple, je veux dire. Bon, moi, j'ai été accompagné quand je me suis lancé, étant donné que j'étais un jeune. C'est vrai que j'ai quelques très bons éleveurs qui m'ont aidé.
Voilà un copain d'Albi là qui m'a aidé notamment dans les rouges et jaunes, avec qui je suis toujours très amis d'ailleurs. Un copain de Saint-Girons là d'Ariège qui m'a accompagné. Alors lui, c'est encore mieux parce qu'il m'a permis de, on va dire, mes parents m'ont amené chez lui pour que je parte avec lui dans les concours et tout à 15 ans, quoi. Ah oui. Il m'a amené, partout pour éviter mes parents de m'emmener partout et tout donc voilà, il y a vraiment, un suivi, un parrainage, je dirais. Donc j'ai quand même, quelques bons éleveurs qui m'ont aidé au début à avoir des bons sujets pour commencer, pour démarrer et bon d'ailleurs, c'est grâce à eux si je suis toujours là parce qu'indirectement ils m'auraient pas aidé, peut-être je me serais dégoûté de voir que je j'évoluais pas. Mais après derrière, c'est un vrai travail de sélection. Il y a des personnes de 40 ans qui viennent, ils ont jamais été champions de France, hein, parce qu'en fait, moi, je pense qu'il y a une partie innée, c'est une partie de l'élevage, faut avoir l'œil, on le dit d'ailleurs, hein, il faut avoir l'œil, il faut savoir, parce qu'en fait, si tu veux, tu as beaucoup de critères. Par exemple, le Mondin, il faut qu'il ait la tête ronde, ben, un Mondin rouge, je pense c'est une des couleurs où je suis, on va dire, assez bon. Ben, le Mondin rouge, il faut qu'il ait l'œil bien rouge, par exemple. Le bec pur, c'est-à-dire le bec, clair, il faut qu'il ait la couleur du plumage bien rouge vif et cetera. Bon, tu as plein de critères si tu veux et en fait, quand tu fais les accouplements, ben, tu dois mettre le mâle avec la femelle qui correspond et en fait, par exemple, si le mâle il a le cou trop fort, il faut y mettre une femelle avec un cou fin. Si le mâle il a, tu vois, il a le volume, la femelle un peu moins, mais l'autre va le compléter et en fait, l'intérêt, si tu veux, c'est de faire des accouplements qui se complètent pour faire des petits qui correspondent le plus parfaitement possible à un standard, précis, qui a été réalisé, quoi. Et les petits qui ne correspondent pas, t'en fais quoi? Alors, en fait, quand tu travailles sur de la génétique comme, Mmh. comme je fais, parce qu'il y a des accouplements particuliers, hein, des fois tu accouplement, grand-père à la petite fille, hein, et ça va ressortir souvent des clones presque de de la famille. En fait, tu as très peu de déchets. D'accord. Honnêtement, j'ai très peu de déchets, tu vois, sur 80 mondais que je dois baguer par an, Mmh. petits. Si j'ai 10 mauvais, c'est le max, hein. Ouais. Et encore mauvais, c'est des moyens, c'est pas des mauvais. Mmh. Ou des mauvais, ça peut être tu vois, des choses qui arrivent dans l'inceste, c'est-à-dire des problèmes de croissance et cetera. Mon soleil, il survive pas souvent. Oui. Mais sinon, même des moyens, j'arrive à les vendre. Ouais. Parce que derrière, il y a de la génétique et puis des fois, je garde un moyen, hein. Ça m'est arrivé, j'ai une championne là, j'ai la plaque que j'ai amenée là, elle m'a fait gain petit, bon, elle m'a sorti pas un truc, il est pas parfait. Mmh. Mais je me dis dans le sang qu'il y a derrière, souvent ça saute une génération, ça arrive. Ça D'accord. commence à être pas trop mal la génétique, hein. Et combien t'en as de pigeons là? Alors j'ai 20 coups, j'ai réduit un peu cette année, Ouais. parce que bon, comme je fais, 50 000 trucs à côté, c'est Mmh. gros travail. Alors Oui. sinon j'ai ma mère qui m'accompagne pas mal. Depuis qu'elle est à la retraite, elle s'en occupe beaucoup. Elle adore ça, donc ça c'est pas mal. Je partage ça avec ma mère, donc c'est cool. J'ai 20 couples, enfin 18 couples de mondains maintenant. J'en avais jusqu'à 24, hein, et j'ai 6 couples de romains, D'accord. plus des nourriciers. Oh là là. Les nourriciers, si tu veux, c'est des petits pigeons. Ouais. En fait, je mets les œufs, je marque tous les jours, chaque couple suit une case avec, un numéro et je marque sur un cahier, un carnet, tel jour ils ont pondu, tel jour, tel jour, tel jour et à côté, j'ai les nourriciers qui pondent aussi et je marque aussi Mmh. sur un carnet et en fait, je mets les œufs des gros pigeons sous les petits pour qu'ils me couvrent les œufs parce que les autres, ils ont tendance à casser les œufs ou et cetera D'accord. et ceux qui me nourrissent les petits. Voilà. D'accord. Donc c'est une vraie usine, hein. Enfin usine, c'est un grand mot mais et du coup, j'ai une vingtaine de couples de nourriciers. Ça représente combien de temps de travail par semaine, hein? Ça dépend des périodes. Si tu Ouais. veux, là, c'est la période, de production. Donc, on va dire que d'avril à juillet, parce qu'en fait, c'est des pigeons donc qui ne reproduisent pas toute l'année, hein. C'est Mmh. des pigeons, des gros pigeons, pigeons de race, donc ils produisent 4 mois dans l'année. Mmh. Donc là, j'y vais tous les jours. Tous les jours, j'y vais souvent le midi. J'y passe, ouais, 30 minutes par jour. Et parce Mmh. qu'après, j'ai l'œil, je vais vite, hein. J'ai pas Mmh. besoin d'y passer 10 ans, quoi. Ouais. Parce que je les connais tous. Si un est malade, je le vois. Enfin, il y a pas de on va dire qu'au début, c'était plus compliqué. Mmh. Les premières années, quand j'ai commencé, tu connais pas les maladies, et encore je connais pas tout. Heureusement, j'ai un ami vétérinaire en Aveyron qui fait la même chose que moi, donc des fois il me donne des conseils, souvent d'ailleurs. Mais quand même, je commence à avoir, l'œil sur les maladies, les caractéristiques et cetera, connaître les traitements, tout ça, je suis plutôt calé, donc ça va. Donc déjà, tu gagnes du temps. Puis après, je connais tout mon élevage, donc je sais, les œufs des uns, des autres, où je les mets et cetera, donc on va dire en saison, donc ça me prend, allez, une trentaine de minutes par jour, voire 1 heure, le week-end. Mmh. Et hors saison, des fois, je peux y aller 1 fois tous les 2 jours, ça suffit. Parce qu'en fait, il Oui. y a rien à faire, si tu veux, c'est comme s'ils hibernent, enfin, ils vivent leur vie, mais ils ont pas de petits et cetera, et donc il y a pas de concours, si tu veux, dans cette période-là, d'ailleurs. Et dans la période, là, on n'a pas de concours actuellement, là, alors, les concours, c'est l'hiver. En saison d'été, il y a pas de Mmh.
Et en parlant de concours, tu pourrais nous expliquer un peu ce que sont toutes ces plaques que tu as autour de toi? Parce que je vois qu'il y a Oui, alors en moi, effet. quelques plaques pour montrer un peu ce que je fais. Alors, tu as la plaque, je crois qu'il l'a mis au fond. Ouais. La plaque bleu, blanc, rouge, là, c'est les plaques de champion de France. Donc, le champion de France, il est tous les ans à Limoges, Mmh. depuis toujours. Donc, au parc des expositions de Limoges, qui est le dernier week-end d'octobre. Mmh. Et si tu veux, c'est une des plus grosses expositions de France. Il y a 5000 cages. Je sais pas combien il y a d'éleveurs, mais il y en a beaucoup, énormément d'éleveurs. C'est simple, tu as une zone là où il y a tous les hôtels. À tous les hôtels, il y a presque tous les éleveurs de pigeons. Parce qu'il n'y a pas que Maras, il y a beaucoup de championnats de France qui se réalisent à Limoges. D'accord. Voilà, donc on est beaucoup à être présents sur l'exposition. Donc ça, c'est une plaque de champion de France. J'en ai plusieurs dans la volière, donc j'en ai une de 2004. Ouais. Ouais, champion jaune. Voilà. Et ça, si tu veux, c'est par, alors en fait, il y a un pigeon qui est classé tous les 10. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as 50 mâles jaunes exposés, parce que c'est des cages, c'est des lignées de cages, Mmh. avec, par exemple, moi, au mois de septembre, je vais remplir une feuille, une description en mettant, par exemple, j'inscris 5 mâles jaunes, 4 femelles rouges, en fonction des petits que j'ai eu de l'année, qui sont prêts, parce qu'il faut minimum 5-6 mois pour qu'ils soient adultes, pour les exposer. Sinon, tu vas exposer des pigeons, bon, on a autre chose à faire. Et après, tu peux exposer des pigeons d'un an. Tu peux les deux. Mais entre-temps, tu as la mue, si tu veux, ils perdent les plumes en août. Oui. Donc il faut être sûr, parce que les adultes, des fois, ils perdent les plumes un peu en retard par rapport aux jeunes. Il faut être sûr qu'en octobre, ils soient prêts. Sinon, tu te retrouves avec un pigeon qui a plus de plumes dans le cou, on dirait un éledon. Bon, c'est bon, hein. Et donc, si tu veux, bon, donc je remplis ma feuille. Ouais. Et 15 jours avant l'expo, si tu veux, je reçois des numéros de cage en me disant, ouais, tes numéros de cage. Donc, 1300, 1400, bon, bref, peu importe, j'ai plein de numéros de cage. Mmh. Et en fait, quand j'arrive le jeudi soir pour engager mes pigeons, je les mets dans des cages avec leurs numéros. Mmh. T'as tous les mâles, par exemple, t'as 50 mâles jaunes, t'as 5, j'en ai mis 4, j'ai 4 numéros dans les 50. Donc, je les mets, c'est anonyme. Oui. Là, il n'y a que moi qui sais. Et après, bon, et l'exposition. Et après, le juge, le vendredi, donc les éleveurs n'ont pas le droit d'être là. Bon, moi, je suis juge aussi, donc je suis là. Mais bon, pas dans les rangées de ce que j'expose, forcément. Moi, ce que je juge, je les barré, donc j'en expose pas, j'en ai pas. Ouais. Et après, tu as des juges pour les unicolores. Et donc, si tu veux, dans mes pigeons, en fait, ils sont notés par rapport aux critères. D'accord. Et en fait, ils doivent choisir dans les 50 mâles un champion qui a la note ultime qui est 97. D'accord. Voilà. Après, et en fonction, si tu as 50 pigeons, tu as 5 pigeons classés. 5 mâles. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Un par 10. D'accord. Voilà. Donc après, si tu veux, le juge qui juge la variété va choisir on va dire les 5 meilleurs. Et après, il doit être 2 juges pour Mmh. faire le classement. Il ne le fait pas tout seul. D'accord. Voilà. Bon, des fois, ils se mettent d'accord. Parce que la note 97, la note ultime, si tu veux, tu n'as pas le droit de la mettre tout seul. C'est une note que tu dois être 2 juges pour la valider. Non, bon, ça on y reviendra plus tard peut-être, mais bon, voilà, c'est mieux de t'expliquer. Donc ça, Mmh. c'est vraiment sur des titres de champion. Mmh. Ça, c'est un titre que je t'ai mis une plaque différente parce qu'en fait, c'est un prix d'élevage. Et en fait, le prix d'élevage, si tu veux, c'est sur 6 pigeons. Donc, de la même couleur. Par exemple, là, c'est un blanc que j'avais gagné en 2023. C'est où ça? Ça, c'est à Montauban. Pour la Coupe de France, hein. La Coupe de France, donc le championnat de France, si tu veux, c'est le prix par pigeon. Et la Coupe de France, c'est un prix d'élevage. C'est-à-dire que tu peux mettre, par exemple, si tu mets 6 rouges, c'est les 4 meilleures notes qui sont additionnées et qui font la moyenne d'élevage. D'accord. Et en fait, donc tous les participants de la Coupe variété, et en fait, t'es classé. Oui. Donc là, j'avais gagné la Coupe de France en blanc. Et j'avais gagné aussi le prix d'élevage, parce que la Coupe de France est sur 4 sujets. Donc j'ai gagné sur les 4 meilleurs sujets en blanc. Et j'ai gagné aussi sur les 6 meilleurs sujets en blanc. Ah oui. Ouais, j'ai gagné les 2. Et celle-là, c'est la Coupe de France à Montauban aussi. Et en fait, là, c'est une autre chose. Donc la Coupe de France, donc là, c'est encore un peu mieux. La Coupe de France, donc tu as les prix d'élevage. Et après, on a mis une autre chose en place, c'est un grand champion unicolore et un grand champion barré. Donc unicolore, ça comprend 4 couleurs. Donc jaune, rouge, blanc, noir. D'accord. Bon, et andalou, c'est les petites couleurs, on va dire, à côté. Et en fait, dans ces 4 couleurs, parmi tous les champions, il faut un seul grand champion. Ah oui. Donc j'ai gagné avec cette rouge-là. Incroyable. Donc c'est elle que je te disais que m'a fait qu'un petit d'installer. Elle a 3 ans, elle fait rien. Ouais. Bon, j'ai un petit, et bon, ouais, je la garde parce qu'elle est magnifique, là. Et oui, je comprends. Et voilà. Et tu sais pourquoi elle a fait qu'un petit? Bon, parce qu'elle est feignante, elle est gentille, mais ouais. Enfin, là, elle a pondu peut-être, mais bon, voilà, elle est pas. Mais elle, par exemple, elle a été championne de France, hein, aussi. Elle a gagné 3 fois, là. Et 3 concours différents. Et quel âge t'avais quand tu as participé à ton premier concours? Attends, c'était en 2013. J'ai 30 ans. Ça passe.
Ouais, Saint-Anne. Je sais pas, du coup, j'avais 16 ans, 17 ans. Je sais pas. Ouais, je dirais ça, 16-17 ans. Première année, j'ai rien fait, hein. Oui. C'était en 2013 à Limoges, je me rappelle. Moi, j'avais exposé quoi, 10 pigeons. J'ai rien fait. Enfin, j'ai fait un 95. 95, c'est le prix d'honneur. C'est une note correcte, mais j'ai eu aucun pigeon classé, quoi. Oui. Bon, j'étais là. Bon, déçu donc, parce que j'étais content de participer, c'était la première. Oui. C'était un blanc. L'année d'après, 2014, j'ai fait 4e avec un mâle rouge. Là, j'étais content, parce que la première fois que je suis classé, Eh oui. j'étais content. Et après, 2015, j'ai été triple champion de France. Ah ouais. Ouais. Mâle rouge, femelle rouge et mâle jaune. Putain, c'est Et un jaune, j'en avais exposé quand même. Il a été champion. oui. Incroyable. Là, j'étais content. Ah, l'ascension. Ouais. Ouais, et après, depuis, je suis toujours classé. Pas forcément tout en premier, hein, mais après, ça, c'est un bon enfant, parce que par exemple, en rouge, un éleveur qui est un des meilleurs depuis longtemps, enfin, c'est le meilleur, même, je dirais, depuis 40 ans, c'est Alain, mon copain là, de l'Aveyron. Pas de l'Aveyron, parce que du Tarn. Si c'est lui ou moi, enfin, on s'en fout, quoi. On est copains. Je veux dire, la championne jaune, elle est chez lui, quoi. Je lui ai donné. Et il m'a donné son champion jaune, hein, parce qu'on travaille ensemble. Donc, je veux dire, c'est ça aussi qui est sympa, c'est l'esprit collectif, c'est l'esprit partager une passion avec des personnes de tout univers, hein, parce qu'on a des chefs d'entreprise, en fait, on a plein d'univers complètement différents. Et en fait, c'est cette passion qui nous rapproche. Donc, c'est ça qui est assez fun, quoi. Et on Et fait 2 fois par an, et puis voilà, quoi. Mais on est content de se retrouver, et puis voilà, on est de tous les coins de France, hein. et comment après t'es venu, cette évolution de passer de, justement candidat, je sais pas comment on dit? C'est ça candidat? Ouais. Éleveur à juge? Comment ça Alors, comment c'est venu l'histoire? Si tu veux, c'était l'ancien président du club du Mondel, là, qui m'a dit, qui est juge, et qui m'a dit: «Ça serait bien que tu deviennes juge et tout, tu as tout pour le devenir. Il en manque, parce qu'il y a beaucoup qui commencent à être âgés, et il faut renouveler un peu», toujours pareil, hein, renouveler un peu le l'hémicycle, j'allais dire, non. Et j'ai compris tu compris le truc, et il m'a dit: «Ça pourrait être intéressant, ça fait pas longtemps que tu as fini tes études, ça demande quand même beaucoup de travail, hein, Oui. donc il y a quand même beaucoup de connaissances à avoir». Et c'est vrai que je venais de finir mon master il y a quoi, 3 ans, bon, j'avais encore, on va dire, peut-être un peu de, de technique pour apprendre à réviser, donc du coup, j'ai dit: «Bon, j'ai réfléchi, et en fait, il faut qu'ils te parrainent». Donc si tu as des critères pour devenir juge, il te faut avoir déjà fait participer à des expositions, hein. Il te faut avoir été éleveur, et voilà, avoir eu quelques titres, hein. Et il te faut un parrainage d'un juge existant et d'un président de club, pour montrer un peu la dynamique que tu as mis en place, tout ce que tu as fait. Donc j'ai dit: «Allez go, je me lance», donc j'ai fait ça. De là, j'ai passé un probatoire, c'est-à-dire, avec des questions techniques un peu sur l'élevage, et cetera, avec 2 juges, qui sont aujourd'hui des amis à moi, avec qui je vadrouille partout. Et donc j'ai validé ce probatoire, et après je suis parti sur 3 ans de formation. Ah oui. Ouais, c'est assez long. Mmh. Donc la première année, tu vas avoir, si tu veux, tu as énormément de races, hein, de Mmh. pigeons, hein. 1re année, on a fait, tous les pigeons de forme, donc bon, mais j'ai demandé ces pigeons de forme, donc il fallait apprendre tous ces pigeons. Donc en fait, tu dois faire, donc tu as des devoirs maison, tu as 6 devoirs maison par an, et après tu dois faire 6 expos par an en tant qu'élève juge, où tu suis un juge, où tu as des cartes à remplir. Si tu veux, c'est des cartes à remplir. Je n'en ai pas ramené, j'aurais dû. C'est une carte à remplir avec, si tu veux, tu as marqué, les qualités, donc tu mets une qualité, les souhaits et les défauts. Et en fonction, si tu veux, du nombre de souhaits et du nombre de défauts, la note, elle dégringole. D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, tu as toute cette formation pédagogique que tu dois faire, donc pendant 3 ans, et chaque fin d'année, si tu veux, tu as une évaluation, pour savoir si tu passes à l'année numéro 2 ou pas. Tu as D'accord. le droit de redoubler 2 fois, je crois, sur les 3 ans. Et sinon, après, tu peux pas avoir l'examen. Et du coup, en plus, c'est cool parce que j'ai commencé l'examen, moi, si tu veux, avec un jeune de mon âge aussi, avec qui je suis très copain, et qui est du Lot. Du coup, on a commencé ensemble, si tu veux, la formation, donc ça, c'est cool, ça nous a rapprochés. Puis en fait, c'était cool d'être avec un jeune aussi, qui fait comme moi, quoi, tu vois. Donc, et on a eu l'examen en même temps. Et donc, j'ai eu l'examen il y a 2 ans, maintenant, ou 3 ans. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai pas redoublé, mais j'ai redoublé. C'est pas mal. Bah non, on n'a pas redoublé, en fait, si tu veux, on n'a pas redoublé, mais il y a eu l'année Covid où il n'y a pas eu d'imposition. Du coup, ils ont pas compté cette année-là, et on a dû faire une année de. Ça a décalé. Donc, on a eu 4 ans pour passer l'examen. Ouais, parce que l'année du Covid, il y a pas eu de concours. Donc, Et voilà. c'est quoi du coup? C'est un trophée là de juge que tu as à côté de toi? Qu'est-ce que Oui, alors ça, c'est mon expérience Dubaï. Dubaï? Oh, Ouais. ça t'a mené à Dubaï? Tu Raimi, bon, je m'appelle Raimi, a priori. Rémi. Ouais, bon, c'est marrant.
En fait, oui, alors si tu veux, la première année de jugement, ma première expo que j'ai jugée quand même, c'est bon, c'est intéressant, c'était à Limoges. D'accord. Donc Limoges pour moi c'est, Retour. tout le monde dit Limoges c'est la ville has-been, pour moi Limoges c'est juste que comme c'est la ville où si tu veux où, 1re fois où j'étais champion dans ma passion, où je retrouve mes copains tous les ans si tu veux, des pigeons et tout ça. Moi je passe 4 jours là-bas où je suis coupé du monde, tu vois, les stress du quotidien entre guillemets, ils sont coupés, on est dans nos trucs, on rigole, on est entre nous, voilà, on fait que bouffer et regarder les pigeons, bon et voilà, mais c'est assez sympa. Et du coup, j'aime bien aller à Limoges quoi, une fois par an, je sais que c'est mon moment de déconnexion pendant 4 jours, je suis là-bas. Mmh. Et donc la première re exposition en tant que juge, c'était à Limoges. Pour mon championnat de France en plus, donc super quoi. Et je sais plus ce que j'ai oui, j'ai été champion en blanc en plus cette année-là, donc j'étais content, c'était il y a 2 ans. Et du coup, moi j'ai jugé les bleus barrés, donc c'est une variété que attends, je dois avoir les photos là. Ouais, tu nous parles de ce bulletin aussi. Oh oui, oui, ils ont tu vois les bleus barrés, c'est cette variété-là. D'accord. Voilà. Et si tu veux, moi du coup, je juge que les barrés, donc en fait, tout ce qui est unicolore, on va dire que j'ai pas le droit de les juger. Enfin, j'ai pas le droit de les juger. J'ai pas le droit de les juger parce que je les expose. Maintenant, il faut pas que j'expose. D'accord. Bon voilà. Du coup, moi je juge les barrés et je suis référent en barré. C'est-à-dire que, si, un collègue juge, par exemple, il juge les grisons qui n'ont pas été barrés, pour à la fin valider les 97, donc les notes excellentes, il doit m'appeler et je valide ou pas, bon après c'est un échange entre vues, Oui, bien sûr, vous êtes dans bien, on n'est pas là pour, casser les autres quoi, bien sûr. c'est pas le but. Du coup, moi je juge les bleus barrés depuis que j'ai commencé, donc ça fait 3 ans. Donc qui est la couleur de base du pigeon, c'est-à-dire le pigeon dans la rue que tu as, c'est un bleu barré. D'accord. Voilà, la race. Pas la race, la variété. Oui. Et du coup, je juge les bleus barrés, donc j'ai jugé, 1re fois, ouais, j'ai jugé tous les bleus barrés, donc j'ai jugé 90, pigeons dans la matinée. Donc tu commences à 7h30 du matin et tu finis quand tu as fini, quoi. Donc là, on a fini cette année-là à 15h, hein, parce qu'en fait, donc j'avais 90 pigeons à juger. Après faire tous les champions, enfin celui qui entend, et une pause de j'ai fait quoi? Une pause de 15 minutes pour aller boire un café, c'est tout, hein. Ah oui, punaise, J'étais mort à la fin. incroyable. Ouais, j'étais mort. Mais bon, après ça fait partie du jeu et puis c'est voilà. Quand je dois me lever pour aller travailler, c'est plus compliqué que quand je me lève pour aller juger. Tout le monde ça va. Donc j'ai commencé avec Limoges. Dans la première année, si tu veux, j'ai fait quand même quelques expos, mais que niveau national. Que niveau national. Et après, l'année dernière, alors là, ça a donné un autre tournant. Je suis parti, juger la nationale espagnole. Donc c'était super cool, à Zamora. Mmh. Donc j'ai jugé des races, beaucoup de races espagnoles d'ailleurs, parce qu'il y a pas trop de races, françaises. Mais quelques races allemandes qu'on connaît mieux qu'eux. Parce qu'en fait, si tu veux, en Allemagne, en Espagne, ils nous ont fait venir parce qu'ils ont pas trop de ils commencent à mettre en place. En fait, tu as des éleveurs qui sont juges un peu, n'importe comment, quoi. Il Mmh. y a pas de formation particulière. Enfin, ils commencent à mettre en place et du coup, ils ont besoin un peu de juges, qui ont une vraie formation, pour venir un peu, apporter une certaine pédagogie aux juges espagnols. Du coup, on est parti avec 2 autres collègues juges, juger en Espagne, la nationale, Et comment tu fais pour parler espagnol? je parle pas espagnol. Je me débrouille en anglais. Ouais, En oui. anglais. Ouais, Ah mais par contre, on a un collègue là, Didier, avec qui on parle, lui, il parle espagnol couramment, quoi. d'accord. Donc du coup, il fait l'interprète. L'interprète. Après, par contre, si tu veux, sur les cartes, j'ai écrit en espagnol. Mmh. Bon et mais là, on a tous des moyens quand même. Puis Oui, c'était les 3 premières, je mettais Google, puis après les mots, ils reviennent, oui. et puis c'est parti, quoi, hein. Donc ça a été. Bon, ça a été, puis du coup, ils ont été satisfaits parce qu'on repart là cette année, ils nous ont réinvités à la nationale espagnole. Donc on a été logés dans un ancien monastère, 4 étoiles, enfin de je te dis pas, on a été reçus comme des petits rois. C'était trop bien sympa. Et après je suis parti, j'ai fait la Suisse aussi. Ouais. Donc avec, ça et mon pote, du Lot là, avec, Jean-Baptiste. Donc on est parti, là aussi on est parti en périple, on est parti en voiture, hein, parce qu'après, on est un peu dingue quoi. On est parti en voiture en Suisse, on allait juger l'expo. De là, on est parti en Alsace voir un ancien éleveur, qui était un peu mon parrain si tu veux. C'est un peu comme mon grand-père de cœur, je dirais, du pigeon. Ouais. On est parti, le voir, en Alsace et de là, on est rentré, on est redescendu dans le sud. Tout ça en 2 jours, hein. On est barjots qu'on avait. Fou. Et 1000 je sais plus combien on a fait, 1200 bornes en 2 jours, gros. Et du coup, on allait juger en Suisse aussi, c'était sympa. Et en fait, moi, ce que j'aimais, si tu veux, dans tout ça, c'est le côté, culturel, rencontrer des personnes, Mmh. d'autres endroits, pour goûter des produits, voir des traditions. J'adore voyager, donc et puis j'aime voyager, pas voyager en mode, je vais en Tunisie dans un hôtel 5 étoiles, tout ça m'intéresse pas. Moi, j'aime voyager, en mode sac à dos, et rencontrer les locaux, même se perdre des fois, galérer, c'est ça que j'aime, quoi. C'est un peu, ce côté, voilà, traditionnel des pays. Bien sûr. Et du coup, bon, là, tu vas me dire, la Suisse et l'Espagne, c'est pas non plus,
Mais du coup, bon, voilà, et la dernière expérience en date, c'était en février cette année, où je suis allé à Dubaï. J'ai été invité, ouais, c'était fin décembre, j'ai été invité par les émirs Mmh. à aller à Dubaï pour juger une expo. Alors, je dis: «Bon, why not?» Et donc ils m'ont demandé mes conditions, si tu veux, parce que bon, on te dit: «Oui, ils ont de l'argent» et cetera, et moi, mes conditions étaient simples, j'y allais pas pour l'argent, hein. Mmh. Je leur ai dit: «Bah, écoutez, moi, j'adore voyager, donc je suis OK pour revenir, mais vous me gardez, une petite semaine avec vous pour que vous me fassiez des visites, quoi». Oui. Donc ça a été OK. Donc ils m'ont envoyé les billets d'avion et je suis parti 6 jours à Dubaï, alors à Dubaï, je suis parti voilà, aux Émirats, Mmh. mais parce qu'ils m'ont fait visiter plusieurs villes, Ouais. et du coup, je suis parti 5 jours. Donc me voilà parti pour Paris, donc Charles de Gaulle. Et une fois Charles de Gaulle, je me disais quand même: «Tu t'en vas dans un truc, tu sais même pas par qui tu vas être accueilli, bon, on verra». Mais j'ai dit: «On verra bien». Donc je suis arrivé là-bas, tu sais, il y a plein de en sortant de l'aéroport, là, tu as plein de mecs avec des pancartes là, et donc je cherchais mon nom, je me trouve pas, je dis: «Bon, alors» et donc du coup, je leur fais un message sur WhatsApp là, et en fait, ils me font direct un message en anglais, donc il fallait me replonger à fond dans l'anglais. Bon, j'ai après tant mieux, j'étais super content, hein. Au 4 jours, c'était bien revenu et tout, parce que j'étais parti, si tu veux, dans mes études, 6 mois en Erasmus. D'accord. Donc voilà, mais quand tu le pratiques pas au quotidien, si tu veux, ça tu Ouais, perds. tu le perds, ouais. Et du coup, bon, mais ça c'est vite revenu, c'était cool. Et du coup, ils sont venus me récupérer, et de là, a suivi l'aventure, où j'étais, enfin, vraiment accueilli comme un petit roi, des photos avec les uns les autres, ils m'ont remis des médailles, ils m'ont offert des parfums, enfin, de la folie, quoi. Et du coup, j'ai atterri là-bas, après ce qui était vraiment chouette, c'est que si tu veux, j'étais, bon, OK, je dormais dans un super hôtel, mais derrière, je mangeais par terre, le riz comme eux, tu vois? Ils m'emmenaient dans leur famille, dans leurs univers, leur maison et cetera. J'ai rencontré le gouverneur du roi, Ah oui. ah oui, oui. J'ai visité l'équipe nationale de foot, l'équipe nationale le club national, pardon, de vélo. J'avais l'impression, tu sais, d'être le ministre des sports, à un endroit là, où il me faisait visiter tout, c'était super chouette. Et en fait, il y avait un autre collègue juge, allemand avec moi, Mmh. et un collègue, américain de Chicago. D'accord. Super intéressant, quoi, c'était super aventure. Et du coup, ben voilà, je travaillais, c'est un grand mot, hein, une Mmh. demi-journée si tu veux pour le jugement, et après j'ai fait des visites, culturelles, d'élevage, un peu de tout, quoi, et c'était super fun. Et puis une belle compétition, du coup? Ils ont des éleveurs là-bas? Pourquoi ils m'ont Ouais, fait oui, oui, mais après ils ont pas le niveau, si tu veux, ah oui, non, mais parce qu'après il faut savoir que le monde du pigeon, alors particulièrement parce qu'ils m'ont fait venir pour le juger le mondin, hein, parce que je suis connu dans le mondin. Ouais, Le mondin, c'est une race qui est très répandue à l'international. d'accord. Moi, j'en vends au Vietnam, j'en vends, au Sénégal, enfin j'en vends beaucoup en Afrique, hein, et tout ce qui est pays du Golfe, ils sont fans. Ouais. Et du coup, bah, il y en a là-bas, il y en a pas mal d'éleveurs, mais si tu veux, ils sont dans les débuts, ils sont pas encore dans la mais bon, j'ai essayé d'être pédagogique, j'allais pas les saquer, voilà. Oui. Donc voilà, j'ai été, assez, dans la pédagogie et l'évolution pour les aider à s'améliorer. Donc c'était plutôt intéressant. Mais bon, après, si tu veux, par rapport à, tu as des pays où, on va dire le concours, et le niveau est bien plus élevé. En Allemagne, c'est une des pays où il y a les plus grosses expositions, d'Europe, Mmh. même, voire du monde, où il y a un niveau, impressionnant. Il y a énormément d'éleveurs en Allemagne, hein. Alsace, Tommy, tout ça, tu vois? Ce Ouais, coin-là. Après bon, dans le monde, c'est la français, c'est le pigeon français, mais c'est vraiment en France qui est le plus répandu, plus haut niveau. d'accord. Et en Hongrie, parce qu'en Hongrie, ils ont de super pigeons aussi. Par contre, les Hongrois, ils en vivent. Il y a des éleveurs qui en vivent. Ah oui. Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, ils arrivent à vendre des pigeons à, entre 100 et 200 € pièce. Mmh. Quand tu sais que le SMIC il est à 400 balles, Ah oui. vite fait un SMIC, hein, donc Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que t'apporte, l'élevage de pigeons, à toi personnellement? alors qu'est-ce que ça m'apporte? Beh, si tu veux, moi, je suis quelqu'un qui fait plein de trucs. Donc je suis à toujours à fond, je on va dire, je suis assez, j'aime bien faire les choses bien. Donc si tu veux, je suis assez à fond dans tout. Bah, j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps et qui me passionne, je t'ai dit, je suis passionné par le crossfit, donc je suis tous les jours en crossfit, et je fais aussi des compétitions de crossfit, ça, je suis à fond dedans. Je suis à fond dans tout ce que je fais. Je suis au conseil municipal, enfin, voilà, je fais plein de choses, j'aime bien faire les choses bien. Et si tu veux, la passion on va dire, qui me permet vraiment de me couper un peu et de me détendre des choses, c'est le pigeon. Parce qu'en fait, quand j'arrive dans ma volière, tu vois, je prends mon téléphone, je le pose, et pas quand j'ai des photos à envoyer pour les collègues, sinon j'utilise pas mon téléphone, il est posé dans un coin. J'enlève la montre en plus parce que j'ai toujours peur de l'abîmer avec, les graines et machin, hein, donc je Mmh. pose tout, et en fait, je me mets dans ma volière,
Et c'est mon moment vraiment où je me détends. Je suis vraiment pas stressé, je suis détendu, on va dire, je suis en lien avec l'animal et avec, bon après j'adore les oiseaux en général, hein, mais du coup je suis dans mon élément. Enfin, les oiseaux, j'adore les animaux en général, je serais l'arche de Noé si je m'écoutais. Moi mon rêve c'est d'avoir un corps de ferme et d'avoir mes volières et avoir tous les animaux inimaginables, bon, ouais, ça c'est Pourquoi pas? pourquoi pas, mais bon, ça on verra, c'est la vie le dira. Mais si tu veux, voilà, c'est mon moment de détente Mmh. où, je dirais c'est la seule passion qui me permet vraiment de penser à rien d'autre. Oui, Bon, quand je suis dans le sport, je pense à rien d'autre si tu veux, mais j'ai quand même toujours cet esprit parce que c'est mon esprit et je suis comme ça. Je suis assez perfectionniste avec moi-même. Donc, si tu veux, si je fais mon WOD et que je suis pas satisfait de moi, je vais être là, j'ai pas fait, je peux faire mieux, nin que dans les pigeons, j'ai pas ce truc-là. oui, Parce que, parce que ça dépend pas, tout dépend pas de moi. Parce que moi, l'élevage, je sais le mettre en place, hein. Mais après, j'y suis pour rien si, il y a un couple qui a fonctionné l'année dernière, qui fonctionne pas cette année. C'est un peu, on va dire, c'est la nature, c'est la vie. oui. Donc, j'ai pas ce côté d'être aussi, perfectionniste avec moi-même, si tu veux, parce qu'en fait, c'est avec mes animaux. Donc c'est un peu différent. Et du coup, j'arrive à avoir ce côté, plus zen et plus détendu dans mes volières. Donc je dirais que c'est la seule passion qui me permet ça. Et on parle beaucoup du bien-être animal en ce moment. Ouais. Comment ça s'applique toi par rapport à ton élevage, comment tu fonctionnes, hein? Mmh. Bon, moi, déjà, ils ont des volières, haut de gamme, hein. Ouais. C'est fait par mon père parce que moi après toi, je suis pas ouais, voilà, je suis pas le plus grand bricoleur, j'ai beaucoup d'idées, je peux te faire des plans, tout ce que tu veux, mais après un peu là, heu, mon grand-père il disait toujours: «Petite, j'espère que le cerveau tu l'auras, parce que c'est pas de tes mains que tu deviendras un grand artisan», toi. Je dis ça à toi. Bon, il avait raison, mais heureusement que j'ai fait des études, qu'a priori le cerveau a fonctionné parce que de mes mains, bon, je sais faire quelques trucs, tu vois? Mais pas non plus, mais en train, je suis pas très manuel. Bon après on peut toujours apprendre, hein. Bien sûr. Et donc du coup, j'ai des volières déjà, je te disais assez haut de gamme, ils sont exposés au plein sud et cetera. Je fais venir des graines quand même de Belgique, Ouais. parce qu'elles sont de haute qualité. Si tu veux, Vercelaga qui est une marque, assez reconnue, dans l'élevage pour des graines vraiment de qualité, Mmh mh. bah, j'ai fait venir, de là-bas. Je leur donne, essentiellement des vitamines, bio, Mmh. parce que je tiens vraiment à tout ça. Après bon, il y a des vaccins obligatoires, hein, je fais 3 vaccins, par an. Ah oui. Mais c'est bon, c'est pour leur bien-être, hein, c'est pour Oui. éviter certaines maladies. Mais après je suis vraiment contre, le fait de donner des médicaments en abus. Ouais. D'ailleurs, je donne pas des médicaments pour donner des médicaments, quoi. Mmh. Je fais que si, nécessaire. Voilà, c'est pas quelque chose que je pratique, hein. Puis ils sont nettoyés, je veux dire, ils sont toute la journée dehors, hein, après, hein. Oui. Genre la nuit, les volières sont fermées, la journée, ils ont des grands parcs, c'est clôturé avec de l'herbe, ils font leur vie, hein. D'accord. Enfin, voilà, ils sont pas du tout, emprisonnés. Oui. Donc, ils sont très épanouis. Et le bien-être animal, beh, je dirais que si tu veux, il y a 2 façons de voir le bien-être, mais moi je pense que préserver des races et des traditions qui ont été, créées il y a plus de 200 ans, c'est aussi, participer au bien-être et au maintien de certaines races, d'animaux. Voilà. Mmh. Donc, il y a une différence si tu veux entre, voilà, l'élevage, traditionnel et les animaux qui sont dans des bassins de tortues, enfin, tu vois? Bon, Oui, bien sûr. voilà. Il y a une différence entre Maryland et ça, toi. Oui, oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, tu as une mission de transmission au travers de ta passion, Oui, et c'est un peu l'idée, quoi. oui. Bah, en fait, c'est pour ça que, tu vois, bon, là, l'histoire de Dubaï, ça a fait un peu la une des journaux et cetera. Bon, c'est marrant, hein. Bon, après, je dirais que c'est aussi parce que, bah, je connais avec mon boulot et tout, je connais pas mal de journalistes et tout, donc ça les a intéressés. Mais je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est faire connaître aussi quelque chose qui est pas connu. Puis je me dis bon, après ça, c'est mon côté, je me dis si ça peut intéresser des gamins, pourquoi pas, tu vois, aussi parce que quand moi, tu vois, j'ai jamais été, tous ces play, ordi, tout le bordel là, je suis ultra connecté avec le téléphone, c'est pas la question. Mais après je je trouve que voilà, tu vois, il y a une aujourd'hui, tout le monde est plus, iPad, machin, sur les petits et cetera. Moi, j'ai toujours été plus dehors, tu vois, le week-end, dans mes volières et cetera et je trouve que c'est bien, c'est un retour aux sources et aussi, et à la nature et se connecter au vivant et si je peux arriver à, on va dire, à transmettre ou à attiser la curiosité de quelques jeunes, je trouve que c'est toujours intéressant, quoi. Et qu'est-ce que tu voudrais leur passer comme message justement à ces jeunes qui pourraient être, intéressés Bon, déjà, par ça? casser les clichés, si tu veux, de l'élevage, de pigeons ou de volailles en général, hein, parce que tu as ce côté cliché, tu sais, bon, comme l'élevage, hein, traditionnel, hein. Oui, bon, ça attire que des cassos ou des je sais pas quoi, alors que pas du tout. En plus, ça demande des techniques, quand même assez importantes, c'est-à-dire qu'il faut être bon, en génétique, donc niveau scientifique, il faut être assez bon, il faut être assez calé niveau, vétérinaire et cetera. Ça demande quand même pas mal de connaissances, hein, et
je pense que c'est intéressant d'un point de vue. Et puis, tu à l'extérieur, tu profites et tu vois, c'est un peu un retour aux traditions et ouais, je dirais, un maintien un peu des choses de l'histoire un peu de la culture et les coutumes un peu traditionnelles, quoi. Et comment tu le vois dans l'avenir, l'élevage de pigeons en France? Alors ça, on va pas se mentir, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on perd énormément d'éleveurs chaque année parce que, les éleveurs vieillissant, pas forcément de reprise. Oui. Après tu peux pas obliger, hein, forcément, tu vois? Bon, tu peux avoir des fois, des enfants qui sont intéressés, des fois non, des fois ça saute une génération, c'est les petits-enfants, bon, ça fait partie du jeu. Oui. Heu, mais, moi j'essaie en tout cas, tu vois, quand j'ai des voix bon, je suis pour maintenir déjà les expositions parce que les expositions, ça permet d'attirer énormément d'éleveurs. Limoges, par exemple, c'est une exposition qui attire énormément d'éleveurs et je pars du principe que maintenant, tu vois, nos championnats dans des grosses expositions, ça permet de rencontrer des éleveurs ou des potentiels éleveurs. Donc quand j'ai des jeunes ou des nouveaux qui veulent se lancer, j'ai aucun problème à essayer de leur passer des pigeons, quoi. Ma seule, on va dire, disposition, c'est vous adhérez au club. Parce que je pars du principe que s'ils adhèrent au club, ils reçoivent la revue 3 fois par an. Donc ils ont des techniques, ils ont des informations qui vont les aider dans l'élevage. C'est toi qui la réalise ce bulletin? Ouais, en grosse partie. En tout cas, c'est moi qui mets tout en place, qui ai tout réalisé, les visuels et cetera D'accord. et je suis, on va dire, ouais, 80. Après j'ai le président du club qui m'accompagne, mais ouais, c'est moi qui fait tout ça, ouais et je la fais du coup, imprimer, en Ariège, hein, chez, mon ami Lucas Matagne, il y a des noisetiers, à qui on dit bonjour, voilà, à qui on dit bonjour et parce que j'y tiens de faire travailler le local et du coup, cette revue, bon, c'est 3 revues par an, hein, donc ça demande quand même pas mal de travail. Donc il y a des gens qui m'envoient des articles, hein, mais bon, je suis toujours en train de les relire, de les retravailler. Après, je fais des photos lors des championnats et cetera, j'essaie de les mettre en avant et puis l'idée, c'est, voilà, de rester connecté et puis permettre aux gens qui peuvent pas forcément se déplacer dans les expositions nationales parce que c'est quand même un coût, il faut en être conscient, hein. Oui. Un élevage comme ça, c'est quand même, ça me coûte de l'argent chaque année. Ça permet, voilà, d'être au courant un peu de ce qui se fait et puis aussi ça maintient l'histoire parce que alors moi on m'a donné toutes les anciennes revues de 1900 et cetera et ça me permet, tu vois, de voir un peu l'historique et cetera, c'est intéressant. Alors à chaque fois, je vais chercher une dans mon garage vers le lit, de temps en temps, ça m'occupe un peu et puis c'est intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de Hongrois qui pouvaient en vivre. Bon, le niveau de vie est pas le même qu'en France. Toi, tu ambitionnes d'en vivre? Ah non, pas du tout. Non, non, moi, pas du tout, je suis passionné par mon travail aussi, hein. Donc, comme je disais, je suis responsable de la communication, à l'agence d'attractivité de l'Ariège, hein. Donc, mon boulot, c'est de promouvoir le département, hein, d'un point de vue économique, d'un point de vue, résidentiel, attirer des médecins, des professionnels de santé en général, des nouvelles familles actives, des entreprises exogènes. Donc et j'aussi, j'accompagne ça, c'est-à-dire que j'ai 50 c'est la com et 50 c'est l'implantation d'entreprises industrielles, on va dire, sur le département, les accompagner. D'accord. Avec les différents partenaires, hein, forcément les intercommunalités, les élus et cetera et j'aime ça, ça me plaît, parce que j'aime l'Ariège, parce que c'est un beau département qui est peu connu. On est qu'à 1 heure de Toulouse et c'est bien d'essayer d'en faire la promotion et d'attirer, ouais, de nouvelles personnes sur ce beau petit département, français qui a le mérite d'exister. Voilà et d'ailleurs, en parlant, j'ai amené, la nouveauté là, c'est un petit guide un petit guide quand même qui m'a pris quelques années pour le sortir, on va dire, pour voir les budgets et cetera. Ouais. Donc c'est un guide «S'installer en Ariège» qui a été réalisé avec, 2 co-auteurs, ariégeois Mmh. et avec, des photos d'un photographe ariégeois aussi également et l'idée, si tu veux, c'est qu'il va être publié dans diverses librairies parisiennes. Enfin, il est déjà depuis, fin février. Il a été inauguré au salon de l'agriculture cette année. Donc on y va tous les ans avec le conseil départemental et les différents partenaires et donc il a été inauguré cette année. Il est disponible dans diverses librairies, sur la Fnac aussi, Amazon et cetera et puis, divers, moyens de distribution et l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet, de convaincre certaines personnes de s'installer, sur le département. Parce qu'on fait beaucoup aujourd'hui sur le numérique, hein, donc on a un site internet, on a divers films territoriaux, on a divers, outils de marketing, mais je pense que la version papier est intéressante aussi. Ça permet d'avoir un support, différent et qui peut toucher un autre public. Voilà. Et tu prêches un convaincu. Ouais, voilà, tu vois? Pourtant tu travailles dans le numérique. C'est vrai. Mais écoute, je te remercie. Merci à toi de m'avoir, invité et c'était un plaisir et C'était très passionnant. Merci de m'avoir ouvert, ton monde. tant mieux, je suis content de l'avoir fait et j'espère que ça intéressera tout le monde. Je l'espère aussi. Je te dis à bientôt. Merci à toi. Bye bye.